Bonsoir, enfants du cinéma, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Oui, bonsoir l'ami, je suis dans un bar avec quelques potes et on souhaitait se faire un film ou une saga après, que ce soit quelque chose de triste ou une comédie. Qu'est-ce que vous me conseillez? Pour ce soir, je peux vous conseiller un film de monstre, avec une créature qui est devenue un mythe, même une légende, j'ai nommé Frankenstein, réalisé par Guillermo del Toro, sorti en 2025 sur Netflix. Okidoki, merci l'ami. Bon bah on part là-dessus. Chers auditeurs, chères auditrices, bienvenue dans le podcast Enfants du cinéma. Hello les illustros et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Enfants du cinéma, un épisode en série et pas hors série, parce que je suis une nouvelle fois accompagné de Link ou de King Tao, je ne sais pas encore quel pseudo il va vouloir garder pour le futur. Et aujourd'hui, nous allons vous parler de Frankenstein de Guillermo del Toro. Mais avant cela, bonjour King Tao, comment vas-tu? Eh bien, salut JB, oui, moi c'est Link, ou Chant contre Chant 2023, ou King Tao. Alors moi ça va bien, je suis content de te retrouver pour un épisode où cette fois tu as choisi le film, par rapport à la dernière fois, où c'était Été 85 de François Ozon. Effectivement. Depuis l'étranger est sorti d'ailleurs. Depuis l'étranger est sorti, j'ai hésité à en parler sur la chaîne, finalement je ne l'ai pas encore fait, mais je suis encore ouvert à faire un épisode du petit podcast, ou un épisode d'Enfants du cinéma, ou une critique, ou une petite critique, sur le sujet. Mais il y a un autre sujet que tu souhaites aborder dans cette introduction avant Frankenstein. Bien sûr, en fait quand je suis allé voir ce matin le gang des Amazones, et pourquoi je voulais parler de ça, parce que je vais mettre en lien avec deux autres films, et surtout qu'est-ce qui s'est passé au mois de novembre en France. En fait je sais pas si tu as su, peut-être à partir de 11h31, lundi 10 novembre, les femmes travaillent gratuitement et jusqu'à la fin de l'année. Et donc je vous dis ça, vous savez un peu les tenants aboutissants, mais c'est pour mettre en lien le gang des Amazones et un autre film qui s'appelle Virgin Suicide de Sofia Coppola et Mustang, film aussi d'une réalisatrice turque. Dont on avait parlé dans un précédent épisode d'Enfants du cinéma, ça remonte il y a bien un an et c'est un épisode qui a plutôt bien marché, donc on vous remercie. C'est sans doute parce que j'ai choisi le film. Non mais c'est drôle parce que c'était ça l'histoire. Exactement, pour ceux ou celles qui ne connaissent pas comment on fonctionne dans Enfants du cinéma, Tao choisit un film, ensuite c'est à moi de choisir le film. Et pendant très longtemps, à chaque fois que c'était à moi de choisir un film, l'épisode il bidait sa mère, et quand Tao choisissait un film, bah là ça bidait pas, là ça topait sa mère. Ouais, même un John Carpenter, le premier assaut qui a fait quand même une belle percée. Mais en tout cas pourquoi je parle de ça? Parce que ça m'est venu d'un coup un peu en improvisation dans ma tête, en regardant le film, le gang des Amazones liés, parce que ce sont un film avec des femmes à l'honneur. On a aussi Virgin Suicide où il y a des femmes, et Mustang avec des femmes. Et si tu mettras dans la timeline, tu montreras aux Illustros et aux Quintaos que les trois affiches, il n'y a que des femmes dessus. Et que ce sont trois films qui sont réalisés par des femmes. C'est pour ça que je voulais mettre en l'honneur aussi avec cette date un peu triste, évidemment, pour les femmes, avant de commencer un film qui n'est pas réalisé par une femme. Non, qui est réalisé par Guillermo del Toro. Merci pour cette petite aparté importante et bien expliquée. Maintenant, nous allons passer à la présentation de Frankenstein by Guillermo del Toro, mais juste avant, ce qui va accompagner la présentation de ce nouveau film tant attendu, eh bien on va vous donner notre rapport, fourni ou non, au cinéma de Guillermo del Toro. Alors, Guillermo del Toro, je vais commencer par mon rapport, et vous allez comprendre pourquoi. C'est un cinéaste qui m'a toujours passionné. Il n'y a pas un seul de ses films que je déteste, on va dire que celui que j'aime le moins, c'est Mimic, mais j'ai l'impression que je ne suis pas le seul. Par contre, après, eh bien ça ne fait que être des tops pour moi, et je dirais que les deux Guillermo del Toro que je préfère, eh bien c'est Crimson Peak et Nightmare Alley. Time that you delivered. When does it end? I wanna know. Nightmare Alley, j'étais très déçu que ce film flop, parce que je trouvais que c'était une parfaite réinvention de son cinéma, là où Guillermo del Toro, dans chacun de ses films avant, eh bien, mettait des protagonistes et des antagonistes dans un univers fantastique. Nightmare Alley, là où il était très fort, c'est qu'on avait en permanence l'impression d'être dans un long métrage fantastique, mais il ne l'était pas. C'était des personnages qui couraient après le fantastique, voulaient le trouver comme source libératrice, et est-ce qu'ils y arrivaient? Eh
bien je ne vous dis pas pour ceux ou celles qui n'ont pas vu le film. Et Crimson Peak, j'en avais parlé en détail avec l'ami Jus de Melon il y a 2 ans pour le mois Halloween, 2e du nom. La vidéo est toujours disponible sur la chaîne, n'hésitez pas à aller la regarder si ça vous intéresse. J'aime également La forme de l'eau, j'aime également Pinocchio. D'ailleurs, Pinocchio est important parce que c'est un film d'animation Netflix. Guillermo del Toro, ça va faire quelques années quand même, bien qu'il est sacrément embauché sur Netflix. Il a notamment fait Pinocchio, mais il a également fait une série anthologique qui était vraiment pas mal du tout. Et maintenant, il revient avec Frankenstein, un projet qui lui tenait à cœur depuis très longtemps. Mais toi, est-ce que le cinéma de Guillermo del Toro te tient à cœur, King Tao? Bah, tu connais la réponse, on l'a dit en off, mais moi je suis pas la bonne personne à qui demander parce que je n'ai vu qu'un film. Ça s'explique par le fait que quand j'ai regardé, c'était Crimson Peak, tout bêtement parce que sur l'affiche il y avait Jessica Chastain et c'était une actrice, une rousse que j'aimais beaucoup, que j'aime toujours bien sûr, mais malheureusement je sais pas pourquoi ça m'a pas enchanté plus que ça. C'est même pas l'histoire, avec l'espèce de couple qui n'en est pas, bon je vais pas redire les choses. Ça avait mal passé pour moi, pas une séance mauvaise en soi, mais j'ai pas de souvenirs qui restent en mémoire. Par contre, ce que je peux dire par rapport à Guillermo del Toro, comme je suis à jour dans Combini Vidéo Club, d'ailleurs faut soutenir le Vidéo Club parce qu'ils ont des dettes et c'est compliqué, peut-être qu'il y aura plus d'épisodes, on sait pas, mais en tous les cas, j'ai vu le dernier épisode avec Guillermo del Toro, d'ailleurs, qui est mexicain, d'ailleurs. J'aime beaucoup le principe de ce cinéma-là, d'autres réalisateurs aussi dont il parle dans ce Combini Vidéo Club, et c'est toujours très 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 intéressant, sachant que c'est quelqu'un de l'époque des vidéoclubs, et qui en même temps a connu tout ce cinéma de briques et des brocs, et je crois qu'il soutient l'anti-James Cameron du fait qu'il préfère avoir du côté pâte à modeler, des vrais effets spéciaux, et pas de l'IA ou d'autres choses comme le fond vert. Donc même si j'apprécie pas forcément ses films, j'apprécie la personne, l'artiste, l'homme, et ce qu'il fait de son travail aujourd'hui. Tu vois, c'est ça que j'aime beaucoup. Alors, mais j'ai pas vu de film, donc je peux pas dire plus de choses sur lui, quoi. Alors, j'apporte un petit contre-pied à ce que tu viens de dire. Il aime beaucoup travailler avec du concret, avec des effets pratiques sur le plateau, avec des vrais décors. Il aime pas tellement puiser dans le numérique quand ça n'a pas de sens. Mais il me semble qu'il est quand même assez fan du cinéma de James Cameron. En tout cas, James Cameron et lui sont très amis. Il a d'ailleurs déjà pu voir Avatar 3. Il a de la chance, ce Guillermo del Toro. Mais effectivement, il va, à mon avis, jamais faire du cinéma comme James Cameron. Mais c'est pas pour ça qu'il déteste son cinéma, parce que le cinéma de James Cameron utilise le numérique, cette puissance, avec du sens. Lui, ce qu'il n'aime pas, Guillermo del Toro, c'est la puissance numérique bien complètement creuse qu'on peut avoir dans de nombreux blockbusters actuels. Et d'ailleurs, il va y avoir quelque chose de très intéressant sur l'utilisation du numérique dans son Frankenstein, parce que il y a, même si certains ont dit qu'il n'y avait pas de numérique, c'est faux, il y a quand même du numérique dans Frankenstein, mais du numérique qui a du sens. Je vais juste rebondir sur moi-même, sur ce que j'ai dit, c'est que dans le Combini, James Cameron l'a aidé à produire un de ses films. Et lui-même, Guillermo del Toro, après, a suivi ce pas-là et a aidé quelqu'un à produire un film. Mais ce que je veux dire dans l'anti, c'est peut-être un peu trop, mais ce que je veux dire, voilà, c'est dans le sens que lui, il veut avoir du concret, de la matière, et que l'utilise à des fins très concrètes et mesurées. Voilà, c'est plutôt ça, je dirais, voilà, pour me corriger un peu dans ma précision. Il n'y a pas de souci, ça a occasionné une discussion fort intéressante. Comme toujours. Comme toujours, avec nous, nous sommes les meilleurs. Bon, après, ça c'est à vous d'en juger. Mais donc maintenant, je vais vous présenter ce fameux Frankenstein by Guillermo del Toro. Le long métrage est donc sorti le 7 novembre 2025 sur la plateforme Netflix. Il dure 2h30, c'est du drame, de l'épouvante horreur, de la science-fiction. C'est réalisé et écrit par Guillermo del Toro, et au casting, nous retrouvons notamment Oscar Isaac, Jacob Elordi, Mia Goth ou encore Christophe Waltz. Et voici ce que le long-métrage nous raconte. Le réalisateur oscarisé Guillermo del Toro adapte le roman classique de Mary Shelley sur Victor Frankenstein, un scientifique brillant mais égocentrique qui donne vie à une créature lors d'une expérience monstrueuse, menant finalement à la perte du créateur comme de sa tragique création. Et
je tiens à dire que Frankenstein, eh bien, il y a plusieurs personnes qui ont eu l'immense chance de pouvoir le découvrir au cinéma, puisqu'il y a eu une avant-première au Grand Rex. D'ailleurs, j'avais gagné des places pour cette avant-première, mais je ne pouvais finalement plus y aller, donc j'ai donné mes places à des amis qui se sont régalés. Et puis il y a eu d'autres séances de cinéma de Frankenstein, notamment au Christine, il me semble, là où Alexandre, qui a déjà participé à un épisode d'Enfants du cinéma sur la trilogie Pirates des Caraïbes, eh bien, a pu le voir et a d'ailleurs grandement apprécié le film. Et nous, on l'a découvert sur notre télévision, on va voir si ça a eu un impact ou non. Juste avant ça, King Tao a eu une petite idée de jeu qu'il va vous expliquer, et j'ai tout de suite dit oui parce que je trouvais ça absolument génial. Oui, je veux juste faire une correction sur le fait que, oui, Mary Shelley, le fameux livre connu de Frankenstein, ou le Prométhée moderne, mais il s'avère que Guillermo del Toro a dit dans son épisode en Combini Vidéo Club que c'est pas forcément le livre dont il a adapté, c'est la pièce de théâtre qui date d'avant. Donc c'est pour ça, vous pourrez vérifier, mais en tout cas, voilà, c'est la petite précision. Il y a le livre, évidemment, mais la pièce de théâtre dont il en a parlé. Alors revenons sur l'idée Letterboxd qui m'est venue comme ça, comme j'ai des idées à chaque fois, mais des fois elles sont pas exposées au public. Mais en soi, je me suis dit pourquoi pas, pour présenter, au lieu de dire notre note et dire ce qu'on a pensé, de faire une espèce de défi challenge de jeu, c'est-à-dire que je vais par exemple, moi, dire ma review, et il va essayer de deviner ma note, et vice-versa. Et ensuite, bien entendu, on passera à un avis en bref sur le film de King Tao et un avis en bref sur le film de ma part, puis un avis détaillé, complet, comme on fait à chaque fois. Mais donc ce jeu Letterboxd, d'ailleurs suivez-nous sur Letterboxd, nous sommes très actifs. Et donc je te propose de commencer ce petit jeu. Allons-y. Donc pour Frankenstein de 2025, Guillermo del Toro sur Netflix, et blablabla, la création d'un monstre, d'une créature, 3 petits points, la naissance d'un mythe, d'une légende, 3 points d'exclamation. Ok, c'est tout ? Oui, parce que je résume comme ça. Je dis pas forcément un avis, je dis maintenant que c'est une review. Ok, alors, je pense... En plus, il connaît à peu près comment je fonctionne. Ouais, je connais à peu près comment tu fonctionnes, mais en même temps, j'ai des doutes. Parce que parfois, ça t'arrive de faire des reviews qui résument un peu le film, mais tu l'as pas forcément aimé. Et parfois, tu fais exactement la même chose, et tu l'as aimé. Et puis, t'avais quand même pas adhéré à Crimson Peak, et moi, je trouve qu'il y a beaucoup de Crimson Peak dans le Frankenstein de Guillermo del Toro. Je me lance, je pense que tu as mis 3,5 sur 5 à Frankenstein de Guillermo del Toro. Eh ben non, pas du tout. Il n'y a pas de note. Je n'ai pas noté le film. En fait, j'ai fait comme Megalopolis, où c'est un film tellement riche que j'ai eu du mal à le noter. J'expliquerai pourquoi au fur et à mesure du podcast, et je mettrai en parallèle aussi Megalopolis. Il y a plein de choses que je mettrai en parallèle avec Frankenstein, mais je n'ai pas mis de note. Ok, donc tu m'as piégé. Non, j'ai pas piégé, c'est que quand j'ai vu le film, et tu sais très bien que les films de plus de 2 heures c'est compliqué pour moi, mais c'est surtout, j'ai vu le film, et je me suis dit, il y a tellement de choses, c'est tellement intéressant, qu'en fait, comme Megalopolis, alors il n'a pas le même note, il n'a pas le même bin, mais la note pour moi, là, elle avait pas de sens pour moi. Tu vois. Et je pense peut-être que l'année prochaine, je noterai pas systématiquement mes films. Je mettrai un cœur sur Letterboxd ou pas. Ok, mais donc dans l'ensemble, tu as aimé. Je dis rien, je dirais pendant le... Pendant la vie en bref. Oui. Ok, alors on va passer à ma review. Je n'ai même pas besoin de prendre mon téléphone car je la connais par cœur. Vous me l'envoyez aux Oscars dans toutes les catégories, celui-là. 4. C'est ton dernier mot ? Ouais, bah oui. J'ai mis 4,5. Avec un cœur ou sans cœur ? Sans cœur. Oui, lui il aime pas, il est sans cœur lui. Oui, donc, je mets rarement des cœurs sur Letterboxd ou sur Sens Critique. Bah, après, 4,5, c'est l'excellent. Heureusement que j'ai pas dit, bah oui, t'adores et t'as mis 2, tu vois. Non, mais je lui ai dit en off que ma review était quand même très très indicatrice de mon avis sur le film. Tu sens que j'ai aimé quand même, quoi. Ouais, mais il y a des films que t'as mis à 4 et que tu voulais qu'ils soient aux Oscars aussi l'année dernière, donc c'est pour ça que je dis ça. Oui, mais il y avait aucune chance qu'avec cette review-là, finalement, la note, c'est 1,5, tu vois. Voilà, mais oui, moi, ça m'étonne pas. Alors moi, comme j'ai pas de note, je peux pas te dire grand-chose, mais c'était assez intéressant. D'ailleurs, il ne va rien dire, c'est la fin de l'épisode, merci de nous avoir écoutés. Non, je rigole, évidemment. Nous allons passer à l'avis en bref. Et vu que je suis quand même très impatient de savoir ce que tu as à dire, alors attention, c'est l'avis en bref. Donc ça doit tenir en 2-3 minutes. Et après, on va pouvoir développer. Et Tao Paul, vous le savez, il aime développer. Et moi aussi, j'aime développer. Nous sommes des développeurs sur le cinéma. Donc, ton avis en bref sur Frankenstein by Guillermo del Toro. Ça fait 500 fois que je le dis dans cet épisode, mais j'aime bien. Ton avis en bref. If you are not to aboard me, love, then I will indulge. Ah, je vais pas faire comme la blague avec les T85 où je dis c'est bien, allez salut. Non, en fait, c'est ni bon ni mauvais pour moi. C'est-à-dire que je suis très... on va pas vraiment spoiler, mais c'est quand même
une espèce de prologue et de partie. Le film est effectivement chapitré, ce qui m'a étonné. Généralement, moi, j'aime pas trop les films chapitrés, mais j'y reviendrai après, là, c'est ton avis en bref. Non, mais en fait, c'est pas le problème des épisodes et de voir dans un point de vue chacun, mais en fait, il s'avère, comme moi, j'ai du mal avec les films qui durent plus de 2 heures aujourd'hui, je te jure, c'est vrai. J'ai regardé le film, j'ai appuyé sur les boutons de ma télécommande pour voir combien il restait de temps. Il avait passé 1h30. Il restait 1 heure. Ce que je veux dire, ça donne un indice sur le fait que le film, ça peut être compliqué par rapport à la durée, mais j'ai quand même bien aimé, je veux dire, mon expérience. Je trouve qu'il fait partie peut-être de ces réalisateurs, comme d'autres films de grands réalisateurs, qui sont sur Netflix aujourd'hui, qui ont de la gueule. Ça, c'est vrai. Parce qu'il y a beaucoup de bouse, de merde sur Netflix, malheureusement. Je parle des films Netflix. Je parle pas des films qui sont des anciens films de l'époque et qu'on met dedans. Hein. Mais je disais, ça part mal pour moi, parce que c'est vrai que je n'ai vu que ce film-là de Crimson Peak. Mais comme je dis toujours, c'est pas parce que j'ai pas aimé un film ou que ça a été compliqué que j'ai pas envie de voir d'autres films. Les Hellboy, La Forme de l'eau, la preuve, La Forme de l'eau, je l'ai en Blu-ray. Je veux dire, il n'y a pas besoin de me dire « Ah, mais Théopold, c'est compliqué ». Bah non, vous savez maintenant, avec mes Blu-ray et mes DVD, je collectionne, j'aime le support physique, donc toutes ces choses-là. Et Crimson Peak, je l'ai en DVD, tu vois. Donc ça veut pas dire que je déteste, c'est juste que c'est un cinéma où je suis pas forcément sensible au premier abord, mais qui par contre m'interroge. Et je pense que c'est plus important aujourd'hui pour moi, comme disait Jean-Baptiste Torret, c'est que c'est plus intéressant quand un film vous met des questions, comme toi à l'étranger, vous pose des questions et vous êtes 3,5, 4,5, ah je sais pas, et que de dire oh, allez c'était bien 3,5, encore un Marvel, tu vois, je veux dire. C'est pour ça que je préfère dire ça en amont, pour expliquer que je prends la valeur d'un film, pas pour me dire « Oh, il a eu 4,5, donc je vais le voir ». Non, en fait, je vais voir un film parce que j'aime le cinéma, parce que je vois un film. Et pour ce qui est, parce que j'ai pas vu au cinéma, j'aurais préféré peut-être le voir au cinéma, parce que c'est un film grand écran aussi, ce Frankenstein. Après, je vais pas revenir sur le Nosferatu de Robert Eggers, parce que c'est un peu la même idée où on reprend quelque chose de l'époque des Frankenstein, et je me rappelle, on en avait parlé dans du giallo slasher en passant par le gore. Le Frankenstein, le monde de Frankenstein, et même si j'ai vu Frankenweenie de Tim Burton, en fait, moi, ça me gêne pas, en fait, de voir des réappropriations, de faire de ce film quelque chose de moderne. Par contre, ce que j'ai bien aimé, c'est la touche moderne, dans le sens, pas que l'époque est moderne, c'est qu'il en a fait un monstre qui est complètement différent de Boris Karloff. Ah oui, ça c'est sûr. Et donc, c'est quelque chose, moi, qui m'a vraiment fait penser, c'est pour ça que je vais tout de suite venir ça, mon avis vite fait, mais je vais parler de Prometheus, du film de Ridley Scott, qui a fait aussi Alien Covenant. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'il y a le Prométhée moderne, mais parce que les architectes, la tête de l'architecte me fait penser. J'ai parlé aussi, je disais, du Nosferatu de Robert Eggers, parce qu'il y a un passage dans la chambre qui me rappelle cette étoffe grise de la chambre de Lily Rose Depp. Et ça m'a vraiment fait penser aussi, dans ce côté un peu noir, un peu sombre, à Pauvre créature de Yorgos Lanthimos, qui va sortir son Burgonia bientôt d'ailleurs. J'adore la musique dans la bande-annonce au passage. Mais voilà, c'est plutôt des films, en fait, quand je l'ai vu, je me suis pas dit, je veux dire, quelque chose de particulier, ça va être plus compliqué pour moi aujourd'hui d'en parler, mais par contre, par rapport à d'autres films que j'ai vus, qui est lié plus ou moins, donc la note qui n'est pas une note avec Megalopolis, et d'autres choses qui font que ce film est très particulier pour moi, mais je le déteste pas, mais j'ai envie d'aller voir des choses. Voilà, mais c'est bref, après j'expliquerai un peu plus peut-être. En fait, de ce que j'ai compris, le film t'a, comme Megalopolis, déstabilisé. Ouais, tout à fait. C'est-à-dire que t'en es ressorti en te disant « Ah, il y a ça qui me fait penser à ça, il y a ça qui me fait penser à ça, il y a ça qui me fait penser à ça. » Et plus que dire « ça me plaît », tu t'es dit « ça m'interroge ». En fait, c'est un film qui t'a pas forcément donné des réponses, mais un film sur lequel tu t'es interrogé, tu t'interroges encore pour connaître ton véritable rapport, justement, pas amour-haine, parce que en soi, t'as passé un moment cinématographique à compter, ah oui, tout à fait. Mais est-ce qu'il t'a plu ? Est-ce qu'il t'a déplu ? Tu ne sais pas encore, ça viendra avec le temps, peut-être avec un revisionnage dans quelques années. Oui, en journée, parce que le soir c'est un peu délicat, bon, ça se voit comme le soir ce film-là, mais non, il y a plein de questions, il y a plein de choses, je disais ni bon ni mauvais, parce qu'en fait c'est pas vrai, et même tous les films en fin de compte, je devrais pas les noter en soi pour moi, parce que en regardant plein de films au cinéma, en fait, je me dis, mais est-ce qu'il vaut ça ? Est-ce qu'il vaut mieux que ça ? Et en fait, non, ça n'a pas de sens pour moi. Mais par contre, c'est vrai que par rapport à d'autres films, parce qu'il y a des moments un peu gore qui disent dedans, par contre, là, ça a du sens. Et comme on revient au début du podcast, Guillermo del Toro cherche le concret dans tout ce qu'il filme, dans tout ce qu'il présente, dans tout ce qu'il dit, dans tout ce qu'il voit, et dans tout ce que tu vas pouvoir me dire aussi de Guillermo del Toro. C'est un réalisateur qui s'est toujours attardé sur le sens de ce qu'il crée, le sens de ce qu'il filme. Alors, mon avis en bref, c'est un chef-d'œuvre.
Voilà, pour moi, c'est catégorique. Il est dans le top de l'année. C'est l'un des films de Guillermo del Toro qui m'a le plus parlé, et peut-être parce que j'ai l'impression qu'il y a un aboutissement. C'est-à-dire que pour quelqu'un comme moi, qui a vu tous ces films à part Chronos, j'ai l'impression que Frankenstein, c'est son film somme. C'est son film où tout ce qu'il a pu contenir et étudier dans ses précédents films, eh bien là, il est arrivé à un point où il sait pertinemment bien comment, eh bien, placer tout ça, développer tout ça, pour qu'à la fin du long métrage, tu finisses avec des questions, certes, mais tu finisses avec cet aspect vraiment accompli. Donc voilà, ça c'est mon avis en bref. Maintenant, on va pouvoir passer à un avis détaillé, et vous allez voir que je vais pas forcément dire, selon moi, le propos principal du film, c'est ça. Non, parce que comme tu l'as très justement dit, c'est un film qui est tellement vaste. C'est-à-dire que, on l'aime ou on l'aime pas, c'est l'un des films les plus vastes de l'année. Mais que ça soit en termes de fond ou de forme, et en ça, de base, il est passionnant, ce long métrage. Donc je vais plus aborder différents propos portés par différents personnages, portés par différents visuels. Ça va être un mash-up de tout ce que j'ai pu récupérer du film et qui m'a intéressé, qui m'a interrogé. En tout cas, ce que je peux dire sur le Frankenstein de Guillermo del Toro, c'est que, entre guillemets, c'est une séance qui a été parmi les plus importantes de l'année parce que j'ai vu du cinéma. Et en fait, il y a quelque chose, mais j'y reviendrai peut-être à la fin, il y a quelque chose dans ce que je dis qui me rend un petit peu malheureux. C'est un film qui me rend en même temps très heureux et un petit peu malheureux, parce que je me dis, c'est pas normal qu'il y ait autant de cinéma dans un film qui ne se voit pas offrir à la salle. Il y a une sorte de dichotomie, et d'ailleurs, la dichotomie est quelque chose de très intéressant dans le film. Donc ça, on va en parler. Donc, est-ce que tu veux que je commence à lancer quelques petites pistes pour qu'ensuite tu puisses répondre? En fait, je voulais juste rebondir sur quelque chose. On parlait de concret, on l'a mentionné pas mal de fois. Et je me rappelle que tu me disais, tel réalisateur est un réalisateur du concret. J'aime bien en fait cette image de réalisateur du concret ou réalisateur du sens. Moi, j'aime bien aussi, dans l'autre partie, parler de réalisateur de l'atmosphère, de l'ambiance, de l'attente. Moi, je suis plus dans ce côté-là. Toi, je crois que tu es plus dans le réalisateur du concret et du sens. Est-ce qu'il fait partie, Guillermo del Toro, aujourd'hui, de ça, comme on en parlait, ou pas du tout? Moi, je peux me tromper, hein. Alors moi, je trouve que la force de Guillermo del Toro, c'est qu'il a toujours fait partie du réalisateur du sens, plus que du concret. Parce que tu prends, par exemple, Pacific Rim, bah alors là, c'est blindé de numérique. Mais c'est un numérique qui a continuellement du sens. Mais en même temps, c'est également un réalisateur de l'atmosphère, du suspense, de l'émerveillement, de la terreur. En fait, la force de Guillermo del Toro, c'est que c'est un grand livre ouvert, où tu vas avoir tellement de styles différents, mais qui vont toujours se rejoindre et être passionnants. Et donc, je vais lancer quelques petites pistes. Tout d'abord, moi je trouve que dans ce Frankenstein de Guillermo del Toro, ce qui est assez fascinant, c'est que je me suis dit au bout d'1h45 de film, mais c'est vraiment le film Frankenstein ultime. Alors pourquoi je dis ça? Parce que c'est en même temps une adaptation du bouquin, une adaptation de la pièce de théâtre. C'est très bien que tu aies dit ça, parce que le côté très théâtral, on le ressent vachement dans le jeu de Jacob Elordi en créature de Frankenstein. Mais aussi, c'est quelque chose qui complète des manquements au premier film Frankenstein, avec Boris Karloff, parce que dans le premier film Frankenstein, il y a toute une séquence qui dure 5-10 minutes, avec ce personnage de l'aveugle, qui est également présent dans le Frankenstein de Guillermo del Toro. Sauf que cette séquence, elle dure 5-10 minutes. Là, on va vraiment avoir un étoffement presque lyrique de toute cette atmosphère, de toute cette relation entre ces deux personnages, du personnage de la créature, mais du personnage de l'aveugle également, et toute cette partie-là va bien durer une demi-heure. Et donc c'est ça aussi la force de Guillermo del Toro, c'est que quand il crée ou quand il adapte, il y a toujours un étoffement, il y a toujours un souffle presque épique du détail, que ça soit dans le fond, mais également dans la forme. Dans cette relation d'amour inébranlable envers les personnages qu'il se plaît à faire réellement exister dans son récit. Et donc pour moi c'est le film Frankenstein ultime, parce que tout ce qui a pu avoir au cours des adaptations multiples de l'histoire de Frankenstein, c'est dans ce film-là. Il y a notamment
tout un travail pour réadapter le mythe de la fiancée de Frankenstein également, et c'est notamment là qu'il y a le cœur déchirant du long métrage. Là où avec l'aveugle, on plonge dans un secteur de la poésie, et bien avec la fiancée de Frankenstein, on plonge dans un secteur de la tragédie, et les deux se marient parfaitement ensemble dans leurs émotions. C'est toujours étoffé, ce n'est jamais raccourci, et c'est toujours étoffé pour coller au cinéma de Guillermo del Toro. Parce que ça aurait été un petit peu vain d'étoffer tout ça, mais pour que t'aies aucun sens, aucun propos propre à la personne, au réalisateur qui est Guillermo del Toro. Avec cette attention notamment sur le fait que les personnes se révélant les plus humaines sont en vérité les personnes les plus rejetées par le monde, de par leurs conditions ou leur psychologie. Et ça, on le retrouve dans énormément de films de Guillermo del Toro. Et d'ailleurs, sans trop en révéler, il y a un aspect très nihiliste qui m'a beaucoup parlé, où l'un de ces deux personnages va être sacrifié parce que sa psychologie est trop saine par rapport à ce monde qui évolue de plus en plus dans l'hypocrisie et la violence. Donc déjà, ça, même si tu n'as pas vu Frankenstein ou La fiancée de Frankenstein, est-ce que tu as ressenti quand même ce côté « Waouh, j'ai l'impression vraiment que c'est le mash-up intelligent ultime de l'univers de Frankenstein. » Et ça explique notamment intelligemment pourquoi le film dure 2h30. Moi aussi, j'ai du mal avec les films qui durent 2h30 ou 3h et où tu te dis, là, on aurait pu couper 1 heure facile parce que c'était que du remplissage. Là, dans le Frankenstein de Guillermo del Toro, pour moi, c'est pour ça qu'il passe aussi bien alors qu'il dure 2h30. C'est parce que chaque élément qui va être abordé dans le fond ou dans la forme, c'est censé. Leur durée va être censée. Encore une fois, on revient à ce réalisateur du sens. Je vais reprendre une phrase que tu m'avais dit lors d'un épisode de podcast Enfants du cinéma. J'ai senti la fièvre. Alors, malgré que ça a été compliqué, qu'au bout d'1h30 et les 1 heure d'après, parce que c'est 2 parties, parce que c'est un peu comme une espèce de fable, de conte qui est raconté dans un épisode. Après, sur les choses techniques, les autres choses, voilà, mais c'est vraiment que c'est pas que j'accroche pas forcément au cinéma de Guillermo del Toro, c'est que j'en ai pas vu assez. Et c'est pas que je n'aime pas le fantastique, ça n'a rien à voir. Mais par contre, je reviens sur la fièvre, parce que si on prend premier mot, ce premier terme de la fièvre, je sens vraiment ce côté très chaud. Mais très chaud, pas dans la chaleur de la pièce dans laquelle on est dans le film, ou même ses couleurs, parce qu'elles sont plutôt froides, mais c'est vraiment la tension. Il y a une pression constante dans ce film, de ce personnage du monstre de Frankenstein, et de son créateur Victor, mais qui est quand même parasité, mais pas dans le mauvais sens, parasité par des éléments extérieurs, qui fait que, en fin de compte, tu t'aperçois, le monstre n'est pas si méchant que ça. Bien sûr. Et ce qui fait que, comme l'a été un peu pour moi, pour La planète des singes, le 3e suprématie, je ne savais pas à la fin du film s'il fallait être pour les singes ou pour les humains. C'est un peu dans ce même état d'esprit. Je mets des liens parce que comme ça permet de me recadrer. Mais en tous les cas, oui, c'est vrai que c'est peut-être pour ça aussi que ça me posait beaucoup de questions, parce que c'est rares sont les films où ils prennent une direction fixe. Pour l'un des personnages, en tous les cas, il est vraiment comme ça. Il est vraiment, on y va, j'en démords pas, tu es mon esclave. Mais les personnes qui sont à côté, en fait, sont complètement à l'inverse de lui. Et donc ce qui fait que ce personnage qu'on pensait comme dans la littérature, comme dans les autres films, un peu comme le méchant avec cette gueule. Oui, même si à l'époque, mais ça tu le sais déjà, le personnage était déjà traité non pas comme un méchant, mais comme un personnage incompris. Mais le côté véritablement anti-antagoniste, il est beaucoup plus traité dans celui de Del Toro, oui. Parce que là où dans les précédents films, faut le dire, même si je les aime beaucoup, à la mise en scène, t'avais quand même ce côté un petit peu bête de foire, là tu l'as plus du tout. Le côté extrêmement lyrique du personnage, sans humour, sans moquerie sur lui de la part de la mise en scène, tu le ressens plus que jamais dans la version de Guillermo del Toro. Et pour moi, ça fait sens avec le travail depuis toujours du cinéaste. Ce qu'il a réussi à faire Guillermo del Toro, t'as dit c'est un chef-d'œuvre pour ça, sur la technique, c'est que ce personnage-là fait vraiment penser à un côté humain. Bah oui, c'est là qu'est la force du film par rapport aux autres, c'est que la créature de Frankenstein, physiquement, est plus humaine que jamais. C'est là qu'il y a toute cette nuance très Del Toro dans l'âme qui permet à sa créature de Frankenstein d'être sûrement la plus unique par rapport à toutes les autres qu'on a pu déjà voir. Je te rejoins complètement. C'est pas qu'on se sent bien non plus avec ce personnage-là, hein, évidemment. Il est quand même mystérieux, il est quand même assez... on se pose des questions, des interrogations, mais en même temps, on est là, on se dit... Il y a des gens comme ça, on les voit, on se dit...
Non, mais en même temps, on ne sait pas pourquoi on n'a pas envie d'aller le voir, mais en même temps, on a envie parce qu'on est attiré. Et il y a des gens comme ça, par leur charisme, tout ça, c'est pas une question de beauté. La preuve, par rapport à ce personnage-là, qui est vraiment plein de questionnements. Et vraiment, cette fièvre-là, on la sent, pas forcément au début, mais on sent vraiment cette montée limite de pression, même d'adrénaline, parce qu'on a envie qu'il s'en sorte en fin de compte. On pourrait se dire, bah non, on a bien que le méchant, entre guillemets, avec des grosses guillemets, que le méchant s'en sort pas, le gentil gagne. Et c'est pour ça, la dichotomie, le côté de la frontière, cette barrière, cet écart, en fait, on le retrouve avec ce personnage-là, et c'est pour ça, je pense, qu'il y a eu 2 parties aussi. Alors, est-ce qu'elles étaient égales? J'ai pas vérifié, c'était 1 heure et une demi-heure de prologue, faudra vérifier. Mais en tout cas, ouais, cette fièvre-là, cette tension, cette pression-là, on la ressent de bout en bout. Je pense que c'est ce qui fait que j'ai continué le film. Bon, j'aurais continué le film quand même, parce que faut être un peu de sérieux quand même quand on fait un épisode de podcast, mince. Hein. Mais par contre, c'est vrai que ça tient la route. J'essaye de construire un peu les choses que je n'ai pas vu au premier abord, tu vois, aussi, et de rebondir sur ce que tu as dit. En fait, ce qui est très intéressant dans ce que tu racontes, et je vais essayer de rebondir dessus, c'est qu'il y a un effet Rashomon dans ce film qui, en vérité, n'est pas vraiment un effet Rashomon. Il est particulièrement trafiqué, mais donc, dans la première version de l'histoire, on va présenter la créature de Frankenstein vraiment comme le monstre de Frankenstein. Ce personnage fait peur parce qu'il agit comme un monstre, et dans la deuxième version de l'histoire, on va présenter cette créature de Frankenstein non plus comme un monstre, mais comme un humain. Et là est la nuance très Del Toro, c'est-à-dire que dans les précédents films, là où la créature de Frankenstein pouvait faire peur aux gens, c'était par ses agissements dits de monstre, alors que là, elle fait peur par ses agissements dits d'humains. Là où dans les précédentes versions, les personnes qui faisaient face à la créature de Frankenstein n'acceptaient pas qu'il ait ce côté humain parce qu'il avait une apparence monstrueuse, et bien dans le Frankenstein de Guillermo del Toro, c'est une toute nouvelle nuance vraiment passionnante, c'est que les personnes qui font face à la créature de Frankenstein, cette fois-ci, n'acceptent pas son côté humain parce que justement, il a une apparence et une psychologie trop humaine pour ce qu'il est de base. Et pour rebondir sur la chaleur dont tu parles, en fait, ce qui est intéressant, c'est que tu trouves le film d'une grande chaleur, pas forcément visuelle comme tu l'as dit, Pas du tout. mais vraiment dans toutes ces interrogations. Dans l'appréciation qu'on a des personnages et de ce qui les entoure. Voilà, et dans toutes les interrogations que va porter la créature de Frankenstein par rapport à ce personnage qui est très fixe, très droit, tout est tracé de Victor. Je pense que tu faisais référence à ce personnage-là. Ah oui, oui, complètement. Cette espèce de médecin, vraiment un peu le cliché médecin, pas aigri non plus, mais qui, pour lui, c'est ça, la science, c'est pas autre chose, il n'existe pas d'autre chose pour lui. Et après, moi, j'ai pas vu les autres films d'avant, comment on s'en sort Guillermo del Toro, mais cette réécriture, en quelque sorte, cette réinterprétation dite moderne contemporaine, on va dire, pour qui s'adapte à aujourd'hui, fait que moi, ça passe très bien, tu vois. Après, c'est vraiment le film, comment je le vois, c'est même pas à l'époque, c'est comme ça dans mon ressenti. Il y a des films, des fois, on n'explique pas pourquoi on l'aime pas forcément, mais en tous les cas, je trouve quand même des choses qui sont bien, malgré, évidemment, j'aurais préféré le voir en salle, mais parce que je suis quelqu'un qui aime la salle, mais c'est vrai que oui, il y a vraiment cette appréciation, et puis cette dichotomie autant des personnages. En fait, c'est vraiment la point d'interrogation entre les personnages et leur environnement. Oui, ça, c'est un autre aspect très Del Toro, encore une fois. Les personnages qui ne sont jamais à leur place ou qui ne se sentent jamais à la place où ils devraient être. C'était déjà très intéressant dans les précédents films de Guillermo del Toro, notamment dans le génial Nightmare Alley. Voyez Nightmare Alley si ce n'est pas encore fait. Et là, encore une fois, c'est très fort parce que c'est un trope scénaristique que Guillermo del Toro utilise souvent, mais pour toujours apporter une complexité folle aux protagonistes ou antagonistes qu'on va suivre. Ça les étoffe, on revient à ce sens de l'étoffement que moi j'aime particulièrement chez Guillermo del Toro dans la manière dont il est traité, et il apporte constamment un renouvellement assez certain aux personnages et au récit, vu qu'il y a constamment une notion de choc avec les personnages que tu suis, en eux ou envers les autres, et donc ça t'accroche tout le temps. Au-delà de, encore une fois, trouver du sens dans la manière intelligente de dépeindre ce monde complètement fracturé que tu vas suivre pendant 2h30. Parce que Guillermo del Toro, tu prends à peu près tous ses films, ça va être très souvent des mondes fracturés, abîmés par le réel, qui vont tenter de se réparer par le fantastique. Et là, c'est encore présent
puissant dans Frankenstein. Il y a vraiment quelque chose de puissant, et en même temps, j'ai pas été accroché pour d'autres raisons, mais je vois techniquement et dans tout ce récit-là qu'il y a quelque chose de fort, mais c'est quand même des points d'interrogation. En fait, ce qui est très intéressant, c'est que tu as utilisé le mot dichotomie. Et alors, moi, ce que je trouve fascinant dans ce long métrage, c'est notamment les personnages qui sont extrêmement bons parce qu'ils sont extrêmement bien caractérisés. Comme je l'ai dit un petit peu plus haut, et de toute façon, ça a toujours été une force de Guillermo del Toro, c'est que quand il se retrouve face à des acteurs très connus ou des nobody, il arrive toujours à bien les caractériser et en faire des personnages d'une certaine force qui vont te rester gravés en mémoire. What manner of devil made him? I did. Et donc, je vais rebondir sur ce que tu as dit. En gros, tu as dit que la créature de Frankenstein, les interrogations étaient avec elle, mais que le personnage de Victor Frankenstein, lui, était fixe, était tout droit, tout était tracé. Et oui, mais en même temps non. Parce que ce qui est très intéressant en termes de propos, c'est qu'on va avoir le personnage de Victor Frankenstein et le personnage interprété par Christoph Waltz, qui vont avoir un point de vue sur la science dans un premier temps assez commun. Il faut révolutionner la science pour le monde. Et c'est très intéressant de voir comment Guillermo del Toro, dans son écriture, va, dans cette première partie consacrée à Victor Frankenstein, complètement le déshumaniser au fur et à mesure. C'est-à-dire que au début, on a le personnage de Victor Frankenstein et le personnage de Christoph Waltz qui pensent la science pour le monde. Et puis, sans rentrer dans des spoilers, on va avoir un premier revirement avec le personnage de Christoph Waltz, qui est donc ce synonyme de grands milliardaires qui vont donner énormément d'argent pour soi-disant le progrès universel, mais finalement, dans un dernier instant de folie, va vouloir s'approprier cette culture scientifique, cette réussite scientifique, pour lui, et littéralement pour son être, son corps. Donc on revient à cette critique des gens de pouvoir extrêmement riches, qui sous couvert d'agir pour le monde, agit de manière purement individualiste. Et ça, je l'ai repéré vraiment plus tard. Au début, j'avais un petit quick. Quand tu vois le destin du personnage de Christoph Waltz, j'étais un peu en dents de scie. Je me disais, est-ce que ce personnage a servi à quelque chose ou pas? Et finalement, oui. Et on va avoir le personnage de Victor Frankenstein, qui est un personnage d'une dichotomie folle. C'est un personnage qui était couvé par l'amour. L'amour, et c'est très important, qui dans cette version est uniquement féminin. C'est-à-dire que l'amour est porté et développé par des femmes dans le récit. Les hommes ne le connaissent pas, ou ne le connaissent plus, ou cherchent à le trouver, le retrouver, mais n'y arrivent jamais. Parce que ce que cultivent les hommes dans le récit, c'est la violence. L'amour est féminin dans cette nouvelle version, là où la violence est masculine. Il y a un côté binaire, mais qui va être cassé et trouver sa subtilité qui lui manque au cœur de la créature de Frankenstein. Mais bref, pour revenir à Victor Frankenstein, on lui a retiré cet amour, et ce, à cause d'une puissance masculine, donc on revient à cette violence qui est portée par le masculin dans le récit, et du coup, premièrement, Victor Frankenstein ne peut pas donner de l'amour aux autres de lui-même, et durant la suite du long métrage, notamment au travers du personnage interprété par Mia Goth, le personnage d'Elisabeth, eh bien il va courir après cet amour sans jamais véritablement le récupérer parce que c'est un personnage, vu que la perte d'amour l'a corrompu, eh bien c'est à partir du moment où il souhaite courir après l'amour pour le récupérer que si jamais il le récupère, il va le corrompre. Parce que c'est un personnage qui corrompt tout ce qu'il pense, tout ce qu'il touche, par sa violence, désormais maîtresse de son être. Violence qui est arrivée en lui par une autre forme de violence, encore une fois masculine, à savoir l'humiliation de la part de son père. Et il y a une phrase que je trouve très très forte, une fois que la créature de Frankenstein est née, au début, t'es content pour le personnage de Victor Frankenstein, qui d'ailleurs résiste à un autre personnage très individualiste, en lui disant... Mais non, cette créature, ce progrès, ce miracle presque, n'est pas destiné qu'à un seul être humain, il est destiné au monde. Ce qui crée une autre dichotomie. C'est assez étonnant de voir des personnages dans ce film s'acharner
autant à vouloir créer la vie éternelle, à vouloir résister contre la mort, quand le reste de la société qui nous est dépeinte dans le long métrage prend un malin plaisir à assister à la mort, à cultiver la mort, à en faire quelque chose de presque satisfaisant. Et une fois que cette créature naît, il va dire une phrase au personnage d'Elisabeth qui pour moi représente mais parfaitement la dichotomie du personnage, même si effectivement il a ce côté quand même, il avance tout droit dans sa chute, dans sa déshumanisation. Elisabeth dit « mais qui lui a fait du mal à cette créature de Frankenstein ?» Il dit « Victor Frankenstein, ce n'est pas moi, c'est le monde. » Et à ce moment-là, il y a eu un déclic dans mon cerveau, parce que Victor Frankenstein, il a beau dire ça, il a beau dire c'est le monde qui lui a fait du mal, c'est Victor Frankenstein qui lui a fait du mal, parce que dans l'univers du Frankenstein de Guillermo del Toro, Victor Frankenstein représente le monde. Il représente cette vanité, cette volonté d'accéder au pouvoir coûte que coûte, cette prétention, cette cupidité, cette lâcheté, ce mensonge, et surtout cette violence. Il va y avoir un grand questionnement sur la violence dans le film, notamment au travers de la créature de Frankenstein. Et donc, ça représente tellement bien ce personnage qui n'a pas conscience de sa chute, de sa déshumanisation, pour vraiment devenir le monde dans toute sa dégueulasserie. C'est un personnage qui fait du mal, mais qui se protège derrière le monde, alors qu'il est le monde. Et moi, je trouve ça fascinant. Il y a aussi le personnage d'Elisabeth, qui vient contrecarrer le personnage de Victor Frankenstein, dans une scène absolument excellente de bout en bout dans son écriture. Au Victor Frankenstein, lui, il est très attaché aux idées. Sauf que, là où il est persuadé, notamment dans la scène qu'il introduit adulte, qu'il va casser les dogmes, qu'il va casser les conventions pour faire avancer le monde, finalement, c'est un personnage qui avance dans les dogmes, les conventions de ce monde pourri par la cupidité, par la violence. Et t'as le personnage d'Elisabeth qui, justement, lui dit « Mais ce qui est intéressant, monsieur Victor Frankenstein, dans les idées, c'est pas les idées, c'est ce qu'on fait avec ces idées-là. » Et en fait, c'est elle qui va véritablement casser les dogmes, casser les conventions, parce qu'elle lui dit, vous prenez les guerres, par exemple, eh bien, les idées qu'il y a autour ne sont pas mauvaises, à savoir le courage, l'honneur, le patriotisme, mais justement, on utilise ces idées pour créer, eh bien, tout le contraire. Toutes les personnes qui font la promotion de la guerre sous ces idées-là, eh bien, là où les personnes qui font la guerre meurent figées dans la douleur, dans la violence, parce qu'il y a toute une scène comme ça, visuellement très très forte, eh bien toutes ces personnes qui envoient clairement de la chair à canon, eh bien elles se protègent derrière ces idées en les pervertissant, alors qu'elles sont dans leur bain ou dans leur lit, bien au chaud, et qu'elles, eh bien elles ne font rien pour ces idées justement. Toute cette thématique sur quand on a une idée, il faut lui trouver un sens, et est-ce que ce sens qu'on lui a trouvé est positif ou non? Je trouve que ça résume tellement bien le cinéma de Guillermo del Toro. Qu'est-ce que tu penses de tout ça? En fait, je vais rebondir sur un personnage, Elisabeth, et je remercie énormément Mia Goth, parce que c'est sans doute grâce à ce personnage-là et à son rôle qui a fait que je suis resté. Et souvent, dans des films, c'est souvent des femmes qui me font rester dans des films. Mais pourquoi? Parce qu'en fin de compte, avec ce personnage-là, il y a vraiment cette humanité. Et elle transcende aussi le personnage du monde de Frankenstein, où je me rappellerai tout le temps de ce moment-là. C'est peut-être le seul moment où je me dis je pourrais mettre une note, mais en même temps c'est le cœur qui parle. C'est le moment où elle découvre pour la première fois la bête, elle s'approche comme ça, elle enlève les gants. C'est un peu un spoil, mais elle enlève. Et il y a limite un ton un peu sensuel, charnel, dans le sens où l'humanité qu'on retrouve chez lui, de dire, en fait, c'est un monstre, c'est pas un monstre, on a envie de l'aider, on n'a pas envie de l'aider, on a envie de s'approcher, pas s'approcher. Et pendant jusqu'au bout, où elle pourra avoir l'occasion d'être proche de la créature de Frankenstein, on se retrouve vraiment avec l'humanité face à Victor, en fait, qui, lui, représente le monde, mais un monde qui est un peu l'antithèse du monde que représente sa créature, et aussi de ce côté-là, Elisabeth. Donc c'est peut-être le passage que j'ai le plus aimé. Je parle dans le récit, quelque chose d'hyper touchant. Je vois un peu comme quelqu'un qui tend la main à quelqu'un, on dirait « Ah non, tu n'as pas lui la main parce qu'il est malade » ou tout ça. Il y a vraiment ce côté de la compassion, limite peut-être de la pitié. Et je trouve remarquable parce que c'est pas dans le pathos, et c'est pas fait avec de l'exagération. C'est ça qui est vachement bien. Et c'est fin, c'est subtil. Il y a une scène que j'ai beaucoup aimée, je vais rebondir sur ça. Il y a un passage, et pourtant j'ai du mal avec quand on fait souffrir des animaux, le passage avec les loups, avec le fameux monstre de Frankenstein, qui quand même, là cette partie gore,
Elle m'a pas mal surpris, mais dans le bon sens. Pourtant, j'aime pas les animaux qui souffrent, mais dans ce moment-là, c'était le seul moyen, et ça a du sens. Mais en tous les cas, voilà, pour le personnage de Mia Goth, c'est vraiment ce passage-là dans le récit, et l'autre, avec les loups, qui est le côté plus technique, voilà. Il y a des moments que j'ai bien aimés, mais c'est vrai que je reste un peu en dehors aussi, voilà, c'est particulier, mais le plus important pour moi, c'est les interrogations qu'il me pose, et peut-être que je t'en parlerai dans 2 ans. En fait, t'as mis le doigt sur quelque chose qui est très juste, donc je rebondis juste sur le fait que, voilà, on a Victor Frankenstein qui représente toute la violence et l'aspect négatif du monde réel, du concret. On a Elisabeth qui représente ce monde qu'on fantasme tous, où on réfléchit vraiment le sens derrière les idées, et où en fait, on apporte véritablement du progrès pour tous, où il n'y a pas de frontières, en fait. Voilà, la scène où elle rencontre la créature de Frankenstein, là où les autres ont l'impression de rencontrer un monstre, tu sens qu'elle a conscience qu'elle rencontre un progrès, un miracle, elle ne sait pas forcément comment l'aborder, mais elle va toujours chercher, avec son humanité, avec sa raison, avec sa liberté, à, eh bien, comprendre cette créature de Frankenstein, et c'est véritablement elle qui lui souhaite la bienvenue au monde, et pas Victor qui, lui, va de plus en plus utiliser la science comme source, non pas de progrès pour la liberté de l'humanité, mais il va utiliser la science comme source d'esclavage pour l'humanité. C'est très fort aussi de parler de ça. Et la scène des loups. Tu parlais de la scène des loups. Moi, je la trouve très forte, cette scène. Ah oui, elle est magnifique. Les loups attaquent les moutons, et ensuite les bergers attaquent les loups, et puis il y a une scène plus tard où la créature de Frankenstein va où il va attaquer les loups, et il dit quelque chose qui est tragiquement beau, parce que c'est durant toute la partie où la créature de Frankenstein apprend ce qu'est l'existence, ce qu'est la vie, notamment grâce au personnage de l'aveugle, et ça c'est très fort aussi, un personnage qui ne peut rien voir, lui apprend à bien voir, encore une fois une dichotomie, mais très poétique, très belle. Et le personnage de la créature de Frankenstein va dire « Les loups ne tuent pas les moutons par haine, et les bergers ne tuent pas les loups par haine. » Entre guillemets, le monde est violent. Pour survivre, nous avons besoin d'être violents, et malheureusement, c'est comme ça. Là, il y a une poésie du tragique, une poésie de la noirceur, qu'on cautionne sans cautionner, qui se met en place, que je trouve très Guillermo del Toro, justement, qui est magnifiquement traité par des séquences très violentes, et tout d'un coup, il va y avoir une séquence bien plus douce. C'est le mariage, toute cette partie sur la créature de Frankenstein, c'est la représentation parfaite de ce qu'est la vie, justement, l'opposition perpétuelle et très nette, très rapide entre la grande violence du monde et la grande poésie qu'elle peut offrir, et parfois le mariage des deux, avec cette poésie de la noirceur, justement. Et c'est notamment la créature de Frankenstein qui va dire à Victor un petit peu plus tard « Je vais fonctionner avec ton monde, qui est le monde des humains, c'est-à-dire que pour te faire comprendre quelque chose, il faut que je sois violent. Quand je te dis la même chose sans être violent, tu ne la comprends pas. Mais si j'adopte la psychologie de ton monde, il faut que je sois violent pour que tu comprennes quelque chose, et effectivement, ça marche. » D'ailleurs, ce personnage de la créature de Frankenstein va représenter pendant très longtemps le mariage entre le monde réel, porté par Victor Frankenstein, et le monde fantasmé, porté par Elisabeth, jusqu'à cette fin où, je ne dis pas quel monde il choisit, mais il se passe quelque chose de très important, très impactant avec le personnage d'Elisabeth, en rapport avec le personnage de Victor Frankenstein, qu'on ne peut pas dire ici pour ne pas spoiler, mais qui va clairement expliquer quel monde, eh bien, la créature de Frankenstein choisit de cultiver dans sa future vie. Et donc je trouve toutes ces dichotomies de personnages, ces dichotomies poétiques, ces dichotomies de monde, ces chocs en fait extrêmement bien traités, parce qu'elles sont notamment traitées par les visuels. C'est-à-dire que j'ai vu plein de personnes dire « le film est beau ». D'accord, mais pourquoi il est beau? C'est pas seulement parce qu'il y a des beaux décors et une belle photographie et un beau cadrage. Il est beau, premièrement, parce que Frankenstein de Guillermo del Toro, c'est un film qui utilise énormément le grand angle. Comme toutes les productions de plateforme, surtout Netflix, je pense notamment à la série One Piece qui utilisait le grand angle, mais sans sens. C'est-à-dire que Guillermo del Toro, il est tellement fort, ce gars, qu'il a compris que pour faire d'un film de plateforme un film de cinéma, tout en restant un film de plateforme, il fallait effectivement utiliser
ce grand angle, qui au-delà des plateformes, au-delà de Netflix, est quelque chose de souvent utilisé pour le format télévisuel, mais en lui trouvant du sens parce que... Pourquoi il utilise le grand angle? Parce que les décors sont gigantesques et nécessitent du grand angle pour les filmer, alors que dans la série One Piece, les décors ne sont pas gigantesques, ils ne sont pas bourrés de détails, ils ne racontent pas grand-chose, et donc le grand angle pour les pseudo-iconisés, ça ne sert à rien. Mais il utilise également le grand angle pour, entre guillemets, rendre encore plus grande la créature de Frankenstein. On va avoir énormément de plans vus de dos où le grand angle va servir à montrer son ascendance sur le personnage de Victor Frankenstein ou sur d'autres personnages. Et le grand angle va être également utilisé pour représenter visuellement l'élargissement du regard sur le monde de cette créature de Frankenstein. Et enfin, le grand angle est également utilisé parce que le monde dépeint dans ce Frankenstein est probablement l'un des mondes fantastiques qu'on ait pu voir récemment au cinéma qui vit le plus, peu importe où tu regardes dans le cadre, il y aura de la vie, il y aura un détail de vie à choper avec ton regard, un détail de vie qui va raconter quelque chose émotionnellement. Donc ça utilise les codes de films de plateforme, mais pour faire du cinéma, ça passerait tout aussi bien en salle. Donc encore une fois, une dichotomie, mais une dichotomie qui trouve du sens. Et c'est beau également parce que les éléments du décor, notamment cette bouche complètement horrifiée dans le laboratoire de Victor Frankenstein, annonce déjà tout ce qui va se passer dans le film. Les décors racontent quelque chose sur ce qui se passe dans les décors, racontent quelque chose sur les personnages à ce moment précis du récit. La photographie le fait également. Le numérique le fait également, parce que là où on a beaucoup de numérique dans le film, c'est dans la partie de la créature de Frankenstein, qui forcément va s'ouvrir au monde et va voir ce que nous on peut voir, c'est-à-dire des loups, des moutons ou autres aspects. Eh bien nous on peut le voir de manière très concrète, parce qu'on a toujours été dans ce monde-là, mais lui il vient de naître. C'est comme s'il venait d'un autre monde en quelque sorte, et il va découvrir ces aspects-là que nous tous on connaît, mais de manière plus artificielle, parce que lui-même est quelque chose d'artificiel en quelque sorte, et ça exprime donc bien la volonté de Guillermo del Toro de faire de ces loups, de ces moutons, de ces autres aspects, eh bien quelque chose de numérique, quelque chose d'artificiel. Ça a du sens. Vous prenez tout ce qu'il y a dans la forme, tout ce qu'il y a dans le fond, dans ce film, ça trouve un sens, et surtout un sens cinématographique. Ça réfléchit son fond par rapport au cinéma, ça réfléchit sa technique par rapport au cinéma. Ce film, c'est du grand cinéma qui n'est pas au cinéma. Donc encore une fois, une dichotomie. Voilà, qu'est-ce que tu penses de tout ça? This world of violence. Donc, ce monde de violence que tu as dit, je l'ai repris en anglais en faisant penser à The Haunted Mansion, mais bon, ça me poursuit. En fait, c'est surtout que, pour parler de cette violence, je parle aussi de violence créatrice, qu'on peut avoir dans des choses et d'autres, dans l'artistique, mais par rapport à ce personnage de Victor, cette violence-là, de façon premier degré, on la retrouve dans le passage où il veut foutre le bordel, le feu. Il joue à un jeu très mauvais, parce qu'il a beau faire ce qu'il veut en mettant le feu, bah moi je me dis chais à la fin parce qu'il termine mal, et j'étais bien content parce que à la fin Victor tu te calmes. Donc non, cette violence-là, c'est un exemple type de chaque violence qu'on a en nous, de cette violence qu'on nourrit, de déception, de frustration. Donc on peut autant se retrouver chez la bête, je veux dire la bête parce que ça va éviter de redire la créature de Frankenstein, la bête et autant aussi Victor. Je pense qu'on est animé dans cette monde de violence des deux, tu vois. Moi je pense qu'il y a une partie de bon dans chacun de nous, mais c'est vrai que par rapport à ce film-là, c'est pas forcément choisi ton camp non plus, c'est beaucoup plus subtil, c'est beaucoup plus fin en fin de compte, mais c'est vrai que la violence on la retrouve pas qu'en violence, premier terme du fait, voilà, c'est violent, c'est dur, c'est tout ça, non, aussi la violence dans ce qu'elle a aussi peut-être de beau, tu disais, on en a besoin, et cette violence-là, on peut-être... heureusement qu'on en a, heureusement qu'on se protège des choses, heureusement que dans ce film-là, ça nous montre aussi des aspects, aussi des choses qui pourraient être vues négativement aujourd'hui, comme des choses de façon très positive, tu vois. Il y a un exemple type, ça peut être un exemple, je sors un peu du cadre, mais on disait à l'époque, la curiosité est un vilain défaut. J'en ai parlé à papa il y a pas longtemps. En fait, aujourd'hui, il y a de moins en moins de gens curieux. Donc en fait, ça n'est plus un vilain défaut. Et tu vois, il y a des choses qui changent. Et dans ce film-là, ça prête à changement. Ça prête à une observation du monde
autant tu parlais de ce monde de violence, du sens, du concret. Et donc oui, il y a vraiment cet esprit-là qui s'affronte entre la créature et le créateur. Mais en fin de compte, ça c'était la base, en tout cas de ce que j'ai cru comprendre dans le film. Et en fin de compte, ce qui est intéressant, c'est pas que la créature et le créateur, mais c'est les personnages autour. Qui vont apporter du grain à moudre aux propos des deux personnages principaux. Bien sûr, ça va faire du café à la fin, les grains, mais c'est surtout que ils apportent, je disais parasiter, mais dans le bon sens, ils amènent quelque chose, petit à petit, avec une valeur plus ou moins forte, avec un affect plus ou moins fort, mais en tous les cas, ils amènent quelque chose, et à partir de ça, on va plus se dire « Ah, on est plus vers ce côté-là » ou plus ce côté-là. Et en fin de compte, on n'y arrive jamais parce qu'on est tendu entre les deux. Et peut-être parce que nous, notre vie, elle est tendue entre, ouais, c'est pas dire le bien et le mal, je vais pas dire ça, mais il y a vraiment cette violence dite destructrice et la violence dite créatrice. Relisez les livres de Nietzsche, non je rigole. Mais voilà, en tous les cas, pour ce film-là, il y a un côté très poétique, tu disais, un peu conte-fable. Il y a aussi une tendance philosophique, pure philosophie, amour de la sagesse, mais ouais, il y a vraiment... tout ça qui est convoqué. Je trouve que c'est important de le dire parce que Guillermo del Toro réussit un pari fou dans ce film de faire quelque chose de moderne, de compréhensible et en même temps de très puissant. Et dans tout ce qu'il y a autour, tout ce qui gravite autour, il y a quelque chose de fabuleux, je trouve. Et tu parlais de chef-d'œuvre, mais même sans parler de chef-d'œuvre, je trouve, ouais, il y a quelque chose, t'as à manger, t'as quelque chose, à la fin, t'auras assez de ton kebab, quoi. Et c'est très juste ce que tu dis, voilà, Victor Frankenstein, moi je trouve qu'en fin de compte, il aurait plutôt la violence destructrice, qui n'a pas de sens, alors que la créature de Frankenstein, la violence créative, qui a du sens. Et j'aimerais revenir donc sur une phrase du film, je ne vous dis pas quand est-ce qu'elle apparaît, mais qui amène un autre propos, tout en continuant intelligemment un autre propos porté pendant très longtemps par un personnage crucial du récit, c'est-à-dire que dans cette humanité tellement construite, mais en même temps déconstruite, en permanence, qui est un chaos sans fin d'émotions et d'actes, on va avoir un des deux personnages qui va finir par dire à l'autre « Maintenant, nous pouvons peut-être être enfin humains suite à un agissement qui relève du pardon parce que, eh bien oui, la vie c'est terrible, la vie c'est horrible, la vie, il n'y a rien qui va, peut-être, mais ce qui nous reste de profondément humain, c'est le pardon. Et le pardon de l'un ou de l'autre, c'est le mariage, en quelque sorte, le bouquet final qui est très très beau, parce que le pardon dans ce long métrage est synonyme du lever de soleil, d'une nouvelle journée qui commence, de l'espoir qui nous reste pour continuer à avancer. Il y a énormément d'éléments sur lesquels j'aimerais revenir, mais je ne peux pas, parce que c'est du pur spoiler. Mais c'est un film qui est une dichotomie. C'est un film qui parle de dichotomie. Ces décors sont des dichotomies. Ces acteurs, ces actrices, ces personnages sont des dichotomies. Et j'aime énormément comment tout cela est traité, parce que je trouve qu'il y a toujours un bouquet final à tout cela qui est satisfaisant pour les personnages, mais également pour le spectateur, sans te donner ce que tu veux. Parfois, ça va à l'encontre de tes attentes, mais ça y va intelligemment parce que tu te rends compte que ça te donne ce dont tu as besoin, et le cinéma est là pour donner ce dont tu as besoin et pas ce que tu veux. Parce que c'est ça l'art. L'art, ça dérange. L'art, ça interroge. Ça questionne. Et c'est ça le Frankenstein de Guillermo del Toro, qui en plus de ça, si je devais parler plus crûment, entre guillemets, oui, le film est magnifique visuellement. Guillermo del Toro expliquait qu'il avait conçu tous ses plans comme des tableaux qu'il souhaitait ensuite animer. Et effectivement, c'est le cas, et c'est absolument magnifique, c'est même troublant par certains instants. Tu sens que les décors ont été construits pendant vraiment très longtemps pour qu'il y ait le plus de détails possible et que chaque détail raconte quelque chose. La lumière, c'est pareil. Les effets spéciaux, c'est pareil. C'est un film qui raconte, qui donne beaucoup, qui raconte, qui interroge. Et je trouve ça absolument fascinant. Tout comme la musique de Alexandre Desplat. Là aussi, en quelque sorte, c'est une dichotomie, mais très personnelle. C'est-à-dire qu'Alexandre Desplat, à part 2 ou 3 BO, je trouve que ce n'est pas spécialement un grand compositeur. Mais là, dichotomie, il fait une incroyable bande originale. Voilà, j'ai beaucoup
soutenu ce terme, dichotomie, mais parce que pour moi, c'est une dichotomie cinématographique, ce film, que je trouve vraiment fascinante et chef-d'œuvresque, et je pourrais en parler pendant des heures et des heures et des heures et des heures, parce que c'est la plus belle dichotomie cinématographique qu'on ait eue de l'année. Mais donc c'est très intéressant de t'avoir, toi, qui représente en quelque sorte vraiment le côté... La violence créatrice, ouais, c'est vrai que... Non, tu représentes pas la violence créatrice. Ah, ok, dommage. Au revoir les illustros, c'est Gintao, j'ai aimé... C'est pour ça que c'est intéressant de t'avoir, toi... En ami, oui, je sais. En ami, évidemment, mais qui représente la source d'interrogation du long métrage. Tu ne sais pas vraiment sur quel pied danser, mais tu sais que tu aimes danser sur... Un pied. Ou deux. Ou trois. Ou 4, mais tu ne sais pas sur lequel t'appuyer. Et moi, peut-être que j'ai un avis un petit peu plus concret, mais donc encore une fois, c'est bien. Nous-mêmes, on a un mariage, on a une dichotomie. Un mariage, ouais. Voilà, et donc, est-ce que tu as d'autres choses à dire sur ce Frankenstein de Guillermo del Toro ? Oui, ça va durer 1 heure. Non, je rigole. En fait, c'est surtout que j'ai vu faire la fin, la conclusion de mon côté, qui est en rebondissant encore, boing, 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 voilà, depuis l'été 85, ça va durer pendant 5 ans, cette blague. C'est que c'est un film sur le pardon, un film de pardon, c'est vrai. C'est vrai. Et aussi à la fin, comment ça se termine, qui est bouleversant. C'est même un film d'amour avec un grand A. Ça se termine tellement, c'est même pas une question ça se termine bien, parce qu'on voit ça se termine bien, un goût de haine, non. Ça se termine, presque on pourrait pleurer, il y a tellement des larmes, il y a quelque chose, on se dit, ça fallait que ça se termine comme ça. C'est un peu comme quand t'as eu beaucoup de choses une journée, comme la journée où j'avais fait le montage tous les deux, et à la fin tu dis, ah, enfin, ça s'est terminé, on passe demain. Donc voilà, il y a vraiment ce pardon, on passe de la violence, puis après on va vers le pardon, qui est très compliqué dans notre pays, ou en tout cas aujourd'hui, dans notre monde, et après vers l'amour. L'amour avec un grand A, je parle de don de soi. Et il y a vraiment ce côté-là, et c'est vraiment quelque chose d'impressionnant, et c'est quelque chose, le film, j'aurais plaisir à le regarder une deuxième fois plus tard, ce qui me faut du temps aussi dans les questionnements. Mais en tout cas, je ne le boude pas. Je ne boude pas Guillermo del Toro. C'est un très grand réalisateur, non des moindres, mais c'est un cinéma que j'ai pas trop ressenti, pas trop sensible, parce que j'ai pas vu assez de films de lui. Et pour revenir vite fait sur Alexandre Desplat, je ne supporte pas ce compositeur de musique, parce que les musiques sont plus des ambiances que des musiques. Mais après, ça va pour d'autres films, il n'y a pas de souci, mais en tous les cas, voilà. Moi, je vais m'arrêter là. En tous les cas, j'ai eu plaisir, moi, d'enregistrer avec toi. Je remercie encore les Illustros, les Qingtao, aussi de suivre nos projets. Je sais qu'en décembre, on aura un projet commun que tu m'as dit, ah ça, il faut qu'on sorte. Un peu comme moi, je disais, ah oui, on va parler de ça pour Halloween. Donc voilà, après je sais pas comment toi tu termines cet épisode, mais en tout cas voilà, moi j'ai été enchanté, plaisir partagé comme d'habitude. Je serais content de revenir avec mon micro, et cette fois normalement vous n'avez pas de problème de micro. Donc je le dis à la fin, mais ça c'est pas grave. Hop, c'est cadeau. Eh bien je suis très content d'avoir enregistré avec toi également, même si j'ai un petit peu plus parlé, mais en même temps c'est logique, toi t'étais plus dans les interrogations. Bah j'ai beaucoup parlé l'autre fois. Hein. Moi j'ai essayé d'y répondre, tout en donnant mon avis. C'est une œuvre passionnante, c'est une œuvre qui va rester, et là aussi encore une dichotomie, c'est une œuvre de plateforme, je sens qu'elle va rester, que les gens ils vont pas skipper, passer tout de suite à autre chose, parce que ce film de plateforme est du grand cinéma, avec des comédiens et des comédiennes absolument impériaux de bout en bout, et surtout c'est un film, j'ai l'impression qu'il peut rassembler tout le monde, c'est-à-dire qu'il y a tellement tout ce qui fait le cinéma dans ce film, en termes de genre, de propos, en termes de forme, en termes de tout ce que vous voulez, que j'ai l'impression que tout le monde peut trouver quelque chose qui va l'interroger et le passionner dans ce film-là. Et ça, c'est quand même rare. C'est une perle rare. C'est la créature de Guillermo del Toro. Et bon Dieu, qu'est-ce qu'elle est pleine d'humanité, qu'est-ce qu'elle est pleine de passion, qu'est-ce qu'elle est fascinante de bout en bout. Sur ce, on espère que cet épisode d'Enfants du cinéma vous aura pu intéresser et diverti. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker, le commenter, le partager sur vos réseaux sociaux. N'oubliez pas de nous suivre d'ailleurs sur nos réseaux sociaux, notamment sur Letterboxd. Le jeu Letterboxd reviendra dans les futurs épisodes. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne également. Encore merci Qingtao d'avoir fait cet épisode avec moi. Effectivement, là où été 85 était peut-être plus porté par toi, eh bien, l'épisode de Frankenstein est plus porté par moi. Mais nous restons une team, nous restons soudés. Mon King. J'ai essayé de faire une rime, mais ça n'a pas très bien marché. Bref, sur ce, on s'en va côtoyer d'autres univers, et on vous dit salut. Donc moi je vous dis
Salut les Quintaos et à la prochaine pour un futur épisode Enfants du cinéma en décembre.